Samedi 6 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Excusez-nous pour le retard pour cause des problèmes techniques, mais merci à vous de choisir Viva pour vous informer. La Covid, de nouveau à la une des actualités. Madagascar a enregistré hier 45 nouveaux cas de Covid-19. Selon le rapport du ministère de la Santé publique de ce midi, le virus circule encore. Tout un chacun doit faire preuve de vigilance et respecter les mesures sanitaires mises en place afin d'éviter une nouvelle flambée de la pandémie à Madagascar et surtout d'éviter un reconfinement. Un reportage de Sylvain. Le ministère de la Santé publique a fait un rapport sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar. Hier, le pays a enregistré 45 nouveaux cas, dont 33 tracés dans le Vaknakarj, 1 à Analamang, 1 à Andous, 6 dans l'Otmatsiach et 4 dans Menabe. Parmi les 701 tests effectués, 4 cas positifs présentent des formes graves. Le rapport sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar est donc de retour si cela a pris fin à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce retour ne vise en aucun cas à provoquer des inquiétudes au sein de la population malgache, mais plutôt pour nous sensibiliser à rester vigilants et à respecter les mesures sanitaires, étant donné que la Covid circule toujours dans le pays. Mis à part les gestes barrières, nous disposons également du CVO et du CVO+, dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée, que ce soit celui préventif ou le curatif. En outre, l'État malgache a aussi mis à disposition de la population malgache 3 types de vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Covishield et l'AstraZeneca, le Janssen et le Sinopharm. Néanmoins, la vaccination se fera toujours sur la base du volontariat, le vaccin qui est aussi un moyen d'éviter d'arriver aux formes graves. Nul ne souhaite revivre une nouvelle flambée de la Covid-19, ni un retour en confinement. Il est donc de la responsabilité de chacun de faire en sorte que Madagascar n'arrive pas à ce stade, surtout qu'en ce moment, il est constaté presque partout un relâchement dans l'application des gestes barrières. Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante sont tous désormais connus. Ils devront prêter serment avant leur prise de fonction. Plus de détails dans ce reportage. 20 jours après la sortie du décret 2021-1200 qui porte sur l'approbation des 7 nouveaux membres de la CENI, le président de la République a approuvé celui du représentant de la HCC et a désigné celui qui le représentera au sein de cette institution. Voici donc les nouveaux membres de la CENI qui se chargeront désormais de l'organisation des élections à venir si le mandat des anciens membres a pris fin le 29 octobre dernier. Le président de la République a nommé Dame Andjianarcé Arsène comme nouveau membre de la CENI si la Cour suprême a élu Tinifan Meizansour Randjianariv Nantoine. Il y aura également Lazarabar Azaf Mamounsi, représentant du Sénat, Abdallah Hossein, représentant de l'Assemblée, Roger Marc Fidmanan comme représentant de la HCC, Guy Georgiano, représentant de l'Ordre des avocats et le représentant de l'Ordre des journalistes, Ralesoavamanza Kanjiamartaf Ketouanambawok. Quant aux sociétés civiles, Jacques-Michel Ravalter et Andonian Andjia Malazarey les représenteront au sein de la Commission électorale nationale indépendante. La nomination de ces nouveaux membres de la CENI respecte le décret 2015-020. Leur mandat de 6 ans débutera après leur prestation de serment. Les régions sud de l'île bénéficieront intégralement du budget pour la réalisation des 13 résolutions contenues dans la loi des finances initiales 2022, notamment la construction des routes nationales, la construction de pipelines des FAO et des projets décidés lors du colloque pour l'émergence du Sud, selon les explications apportées par le député d'Anjouy ce jour. Cela démontre bien la volonté de l'État malgache à changer le cours de l'histoire du sud de Madagascar. Ce dernier a été victime de Kéré durant ces 50 dernières années. Ça, Sylvain, c'est Tchangianab. Une grande première dans l'histoire de Madagascar, la partie sud de l'île est particulièrement mise en avant dans la loi des finances initiales 2022. La réalisation des projets décidés lors du colloque national pour le Sud de juin 2022 est primordiale afin d'aider les districts victimes du Kéré. La partie sud bénéficiera de plusieurs projets, dont la plus importante est la construction du pipeline des FAO afin d'approvisionner en eau les habitants. D'autres projets dans le cadre du titre vert d'Analafal ont également été approuvés lors du Conseil des ministres de cette semaine, notamment la construction d'habitations pour les 520 familles bénéficiaires, l'aménagement d'une propriété foncière de 100 hectares, ainsi que l'achat des matériels de production et des bêtes de somme pour ses bénéficiaires.
6% des enfants malagasy souffrent de malnutrition aiguë à Madagascar. Nous sommes le 6e pays parmi les 36 pays ayant un taux de malnutrition les plus élevés dans le monde. 50% des enfants malagasy de moins de 5 ans souffrent d'anémie due à la malnutrition de type carence en micronutriments, d'où la décision de l'Office national de la nutrition de promouvoir l'éducation de la population malagasy pour une alimentation saine et variée durant la Semaine nationale de la nutrition. Reportage. 270 000 enfants malagasy, soit 6%, sont victimes de malnutrition sévère à Madagascar. La malnutrition affecte les enfants sur le plan psychologique comme sur le plan physique. Le taux de malnutrition des enfants est très élevé à Madagascar. 53% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance. Si 42% des enfants malagasy de moins de 6 ans souffrent d'anémie due à la carence en micronutriments résultant de la malnutrition. Le Sud présente jusqu'ici le plus haut taux à Madagascar, le Sud qui est principalement victime de kéré, encore aujourd'hui, d'après la coordonnatrice nationale de l'ONN, la professeure Vulultina Antamari-Daniel. Plusieurs régions de Madagascar présentent un taux élevé de malnutrition, alors que ce sont des régions réputées pour être productrices, si l'on ne cite que les régions Vaknakarach, Ambournmani et Otmatiach. Les objectifs de la Semaine nationale de nutrition sont donc de renforcer la coordination de l'ONN dans le domaine de la nutrition à Madagascar, d'impliquer tous les acteurs multisectoriels et la population dans la lutte contre la malnutrition, de sensibiliser la population sur l'importance d'une nutrition adéquate et l'initier à avoir un comportement correspondant aux bonnes pratiques nutritionnelles. La hausse des tarifs pour les lignes régionales et nationales ne s'appliquera pas ce lundi, comme l'affirment les rumeurs, a démenti le ministère du Transport. Seul le comité récemment mis en place est en mesure de déclarer une telle hausse selon les explications. Reportage de Fadjessena Mireille. Aucune décision n'a encore été prise sur l'application ou non de la hausse des tarifs de transport. Les rumeurs concernant cette hausse sont donc complètement fausses, selon les explications des responsables au niveau du ministère du Transport. Les passagers doivent directement informer les responsables si cela était, souligne le directeur général du transport, étant donné que le comité ne s'est pas encore prononcé sur l'affaire. Le comité a d'ailleurs effectué une réunion au sein du ministère du Transport hier, une réunion axée sur la structure et la répartition des tâches des membres du comité. Les femmes commencent à intégrer le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, particulièrement après la pandémie de Covid-19. 150 jeunes filles malagasy ont bénéficié d'une formation numérique et entrepreneuriale de l'UNESCO afin qu'elles puissent promouvoir leurs projets qui sont pour cette édition axés sur les objectifs de développement durable et la vie d'après Covid. Reportage. 150 jeunes femmes de 14 à 25 ans ont bénéficié d'une formation de l'UNESCO, Youth Mobile, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie, une formation durant laquelle ces dernières ont pu promouvoir leurs projets axés sur les secteurs numériques et l'atteinte des objectifs de développement durable à Madagascar. Mis à part les ODD, vie d'après Covid a également été mise en avant dans cette formation. Du coup, le but de notre application, c'est tout simplement de promouvoir une économie plus circulaire à Madagascar en améliorant la gestion des déchets via des petits gestes du quotidien, notamment la vulgarisation du temps en ligne à Madagascar. Nous voulons vraiment continuer notre projet parce que nous pensons vraiment que ce projet aura un impact vraiment positif et conséquent sur la société malgache, car nous voulons vraiment changer nos habitudes et faire en sorte que les malgaches soient plus éco-responsables. Du coup, nous allons vraiment essayer de concrétiser ce projet. La formation, elle nous a permis de au moins connaître le minimum pour pouvoir développer notre projet et créer l'application. Parce que c'était vraiment pas évident de pouvoir coder une application toute entière, alors qu'on n'est que 3 et au lycée, ça a été vraiment utile pour nous. D'autant plus que c'est des choses qui vont nous servir plus tard, puisque il y a eu aussi des leçons d'entrepreneuriat et ça va vraiment être pratique pour nous dans le futur. C'était très très bénéfique parce qu'on a appris beaucoup de choses, on a appris plein de modules, que ce soit dans le domaine entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine numérique, que ce soit codage ou robotique. On a également pu faire collaboration, communication avec les partenaires. L'entrepreneuriat, je trouve que les femmes sont très peu représentées parce qu'en général, c'est toujours un homme qu'on va voir comme étant le centre du projet. Et par exemple, s'il y a une femme qui a travaillé derrière même, c'est surtout l'homme qu'on va féliciter, à qui recevra tous les honneurs. Et
Franchement, ce projet, ça va permettre de mettre un peu plus la lumière sur nous, les femmes. Personnellement, je vois qu'à Madagascar, les femmes ont beaucoup de potentiel. Les femmes ont beaucoup d'idées et je trouve qu'il faut encourager le genre féminin à entreprendre parce qu'il y a beaucoup de chemin à voir dans le développement du pays quand ce sont les femmes qui contribuent au développement du pays. Les femmes commencent également peu à peu à s'intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat, selon les statistiques de divers programmes nationaux auprès desquels nous avons effectué nos recherches. À présent, concernant les actualités internationales, Congo Hold Up, c'est le nom d'une nouvelle enquête collaborative explosive qui documente d'importants détournements de fonds publics en République démocratique de Congo. Parmi les principaux responsables présumés figure l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle, fruit du travail de 19 médias partenaires associés au consortium européen EIC et 5 ONG spécialisées. Elle est basée sur l'analyse des millions de documents bancaires et transactions qui ont fuité d'une banque africaine, la BGFI. Un reportage de France 24. Il est le personnage central des révélations de l'enquête Congo Hold Up. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État. Au cœur du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila a été directeur de 2012 à 2018. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Devant la colère du monde paysan, le gouvernement indien va abroger 3 lois de la réforme agricole qui provoquent depuis des mois des manifestations monstres dans le pays. Le poids du secteur agricole est considérable en Inde et contribue à environ 15% du PIB indien. Toujours un reportage de France 24. L'annonce a pris tout le monde de court ici. Généralement, nous avons vent d'une interlocution du Premier ministre des heures en avance. Et là, l'annonce a été faite d'un discours 10 minutes avant à peine. Et comme vous l'avez dit, bien, au premier abord, cela paraît être une victoire pour les agriculteurs. Mais en réalité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Narendra Modi n'a pas choisi ce jour par hasard. Il reste avant tout un homme politique calculateur. Il a choisi d'abroger ces lois le jour de la date d'anniversaire de la naissance de Guru Nanak. Cet homme, en fait, est considéré comme étant le fondateur du sikhisme. C'est l'une des 4 principales religions du pays, mais surtout c'est la religion majoritaire des fermiers de l'État du Pendjab qui sont à l'origine de la contestation depuis un an. Or, en février prochain, de nouvelles élections régionales doivent avoir lieu dans cet État du Pendjab, un État qui est aux mains de l'opposition et que le BJP de Narendra Modi espère conquérir. Et il y a aussi une autre région encore plus importante pour Narendra Modi, c'est l'Uttar Pradesh, 250 millions d'habitants. C'est l'État le plus peuplé de la fédération, qui est devenu au fil des mois l'épicentre de ces manifestations. 4 fermiers ont même perdu la vie lors des manifestations en Uttar Pradesh, renversés par une voiture conduite par des membres du parti au pouvoir, ce qui allait provoquer, vous l'imaginez bien ici, un émoi, un tollé dans l'opinion publique. Or, Narendra Modi ne peut pas non plus se permettre de perdre les élections régionales qui vont avoir lieu en février prochain dans cet État clé. Or, de récents sondages le donnent soit perdant, soit au coude à coude avec l'opposition. Aujourd'hui, Narendra Modi donne donc des gages en fait à son électorat paysan avant tout. L'Autriche va devenir le premier pays européen à imposer la vaccination et à reconfiner l'ensemble de sa population. Augmenter durablement le taux de vaccination est le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux, selon les explications du chancelier Alexander Schallenberg. France 24. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est une obligation de vaccination à l'échelle du pays.
Cette obligation doit s'appliquer le 1er février de l'année 2022. Et le gouvernement a finalement écouté les nombreux experts qui avaient appelé cette semaine à reconfiner le pays face à l'augmentation massive des chiffres des nouvelles contaminations. L'Autriche recense en ce moment plus de 15 000 nouveaux cas quotidiens pour un pays de moins de 9 millions d'habitants, une situation alarmante qui a donc conduit le gouvernement à décider ce reconfinement après avoir mené des consultations avec l'ensemble des gouverneurs des régions. Alors concrètement, ce confinement pour tous va entrer en vigueur lundi, devrait durer 20 jours maximum. Selon le chancelier Alexander Schallenberg, les personnes vaccinées et récemment rétablies devraient pouvoir en sortir au 13 décembre, mais les non-vaccinés, eux, devraient rester en confinement après cette date. Commerces non essentiels, restaurants ou lieux de culture vont donc de nouveau fermer leurs portes et les Autrichiens ne pourront sortir que pour travailler, s'aérer ou encore faire leurs courses. Les écoles, elles, devraient rester ouvertes. Cette décision était attendue. Hier déjà, la Haute-Autriche et Salzbourg, les deux régions les plus touchées par la pandémie dans le pays, avaient déjà annoncé leur volonté de se reconfiner dès lundi. Et le gouvernement... Oui, effectivement, le gouvernement a annoncé vouloir rendre obligatoire cette vaccination. On ne sait pas encore exactement quelle forme prendra cette obligation. Reste qu'il s'agit d'une décision radicale alors que le pays avait déjà décidé de confiner les non-vaccinés depuis lundi dernier face à un taux de vaccination jugé honteusement bas par le chancelier. À ce jour, 66% des Autrichiens environ ont reçu leur 2 doses de vaccin. Une manifestation rassemblant des anti-vaccins devrait avoir lieu demain à Vienne et cette annonce pourrait motiver d'autres Autrichiens à se joindre à cette manifestation. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre télé-réalité Forever. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève le journal d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.